Hello et bienvenue sur le podcast de No Rain No Flower. Je suis Mathilde et après 6 ans de troubles alimentaires, j'aide désormais ceux qui en souffrent en leur donnant toutes les clés pour cheminer dans leur propre guérison. Tu es à la recherche de conseils, partage d'expériences, de motivation. Je te propose mon site internet, le compte Instagram norain.noflower, le podcast, la newsletter, mais aussi des programmes complets et concrets. Retrouve toutes les informations sur norainnoflower.com. C'est parti pour un shot de motivation pour ta guérison. Hello, on se retrouve pour un nouvel épisode de podcast avec une invitée qui lance d'ailleurs le bal d'un nouveau concept sur mon podcast que j'ai appelé Flower Talk. L'idée, c'est d'interviewer une personne qui travaille elle-même avec des personnes qui souffrent de troubles alimentaires ou qui ont une relation difficile avec leur corps et leur alimentation. Et j'ai appelé ça Flower Talk parce que pour moi, c'est une discussion avec une personne qui a fleuri. C'est un peu aussi le concept de No Rain No Flower, mais j'entends par là que l'invité a fait un bout de chemin dans son rapport au corps, à l'alimentation, mais aussi dans la guérison de sa vie en général. Et je suis très contente d'accueillir Florence. Salut Florence. Salut Mathilde. J'ai choisi d'inviter Florence parce que je la trouve super pertinente pour le sujet qu'on va aborder, qui est l'aménorrhée dans le cadre des troubles alimentaires. C'est une problématique dont j'ai souvent des questions et même si j'avais écrit un article de blog il y a quelques temps sur ce sujet, je suis pas experte sur ça. Et Florence, elle est beaucoup plus experte sur ça. Donc, je pense que tu peux commencer par te présenter. Mais bien sûr, déjà je suis, très honorée d'être, la première invitée du Flower Talk. Merci Mathilde. Je suis grande fan de ton podcast. Donc moi je suis coach certifiée, quand je me suis formée, ça s'appelait à la psychologie alimentaire. Donc c'était vraiment, centré sur la relation à la nourriture, à l'alimentation. Mon objectif, c'était vraiment de devenir coach aussi, spécialisée en image corporelle, Ok. parce que je trouve que c'est quelque chose qui m'a manqué, moi, quand je souffrais d'une alimentation troublée. J'ai passé 10 ans, je vais dire, dans une sorte de régime chronique, de haine de mon corps, de vouloir le changer à tout prix, de sport à outrance, même si j'ai jamais eu un diagnostic officiel de TCA. Et donc, quand j'en suis j'en suis sortie une première fois, c'est-à-dire que ce qui m'a vraiment donné la puce à l'oreille, c'était l'aménorrhée hypothalamique. Quand Ouais. je me suis rendu compte que j'avais pas mes règles quand j'ai arrêté la pilule et je souhaitais avoir un enfant, et ben ça a été le premier, je vais dire coup de canif dans le régime chronique en disant ah il y a quand même un truc qui fonctionne pas des masses. Et j'ai eu la chance à l'époque de rencontrer le docteur Nicolas Sykes, dont on va probablement parler, qui m'a aidé à retrouver un cycle avec la méthode All-in. Sauf que quand j'ai fait ce travail, je n'ai pas fait de travail sur mon mental. Donc, j'ai simplement mangé plus, fait moins de sport, je me suis reposée plus, mais j'ai pas changé du tout ma façon de gérer comment je me Ouais. voyais, comment était mon corps, etc. L'importance de l'apparence. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai retrouvé un cycle. J'ai eu la chance de concevoir 2 enfants qui ont aujourd'hui 11 et 12 ans, donc c'était il y a longtemps. Et évidemment, dès que j'ai eu l'occasion, c'est-à-dire dès qu'il y a eu un déclencheur, j'ai filé la tête la première vers d'autres régimes Ouais. et j'ai fait une rechute dans l'orthorexie. Et c'est en sortant vraiment de cette rechute-là, parce que ma santé était vraiment en grosse difficulté, que en fait, j'ai voulu changer de métier. Je travaillais dans la com avant, j'ai passé 15 ans dans la com et c'était plus possible pour moi de bosser dans la com. En plus, j'étais en luxe, donc ça fonctionnait plus pour moi. Et en fait, je m'étais passionnée pour la question justement d'image corporelle, d'acceptation du corps, de tout ce qui est health at every size, donc toute la question de s'accepter, peu importe le poids qu'on a, donc en dehors de ces notions assez étriquées de l'IMC, etc. Et j'ai décidé de me former, de devenir coach et d'aider d'autres personnes dans cette situation. Donc voilà, ça c'est un peu mon histoire. Et donc Ok. j'ai rencontré Dr Nicolas Sykes, dont on va parler Ouais. aujourd'hui, en 2009. Et en 2018, on a commencé à travailler ensemble, à offrir du coaching en partenariat, puisque elle, sa spécialité, c'est vraiment la science de l'aménorrhée Ouais. hypothalamique ou hypophysaire, ou aussi on l'appelle parfois hypogonadisme hypogonadotrope. Ok. Donc voilà un petit peu pour mon parcours. OK, beh, super intéressant, beau combat. Franchement, Merci. c'est hyper inspirant. J'aurais plein de questions en vrai à te poser, sur ton combat, mais du coup, on va se concentrer aujourd'hui sur, l'aménorrhée
Et Mmh. je voulais quand même commencer par un peu, un petit disclaimer avant de commencer cet épisode, parce que je sais que le trouble alimentaire, il a constamment tendance à minimiser, la gravité de la maladie et il y a peut-être certaines personnes qui vont nous écouter et qui vont se dire: «Bah, moi j'ai pas perdu mes règles ou du moins pas assez longtemps, donc c'est que je suis pas si malade ou que c'est moins grave que les autres». Donc non, ne pas avoir perdu, ses règles ne fait pas de vous quelqu'un de non légitime. Je dis souvent qu'il y a autant de troubles alimentaires, que de personnes qui en souffrent parce que, bah, ça se manifeste différemment chez chaque personne. Chaque personne est différente, chaque corps est différent, il réagit différemment. Je sais que c'est difficile parce que le trouble alimentaire, il a tendance à tout le temps vouloir se comparer aux autres malades, mais il y a zéro utilité à ça. Voilà, c'était juste un rappel bienveillant. Comment on va procéder? En fait, il y a quelques semaines, je vous ai demandé tous vos questions sur Instagram par rapport, à l'aménorrhée. Et là, on les a rassemblés, reclassés, donc on va y répondre, un peu par thème. Je fais juste un petit aparté pour vous expliquer qu'avec Florence, on avait beaucoup de choses à se dire et donc l'épisode durait très longtemps. Pour que ce soit plus agréable, on a divisé cet épisode en deux. Pour cet épisode, vous allez entendre la partie diagnostic de l'aménorrhée et la partie conséquences sur la santé. Et puis la semaine prochaine, vous entendrez du coup la partie guérison, c'est-à-dire de retrouver ses règles. Bonne écoute! On va commencer par la base. Est-ce que tu peux nous dire, brièvement ce que c'est l'aménorrhée? Bien sûr. Donc, l'aménorrhée, c'est vraiment le fait, de ne pas avoir de cycle menstruel, quand on est en âge d'en avoir, hein. OK. Donc, je dirais qu'en termes d'aménorrhée vraiment hypothalamique, hypophysaire, on compte au moins 3 mois d'absence de cycle OK. consécutif. L'aménorrhée peut être primaire ou secondaire. Je pense que peut-être certaines, des personnes qui écoutent auront entendu, primaire ou secondaire. Donc primaire, ça veut dire qu'en fait, à la puberté, ben, on n'a pas de cycle qui arrive. OK. Hem Et secondaire, c'est qu'on a eu un cycle à la puberté et puis il disparaît à un moment ou à OK. un autre. Hem, OK. voilà. Est-ce que tu peux, nous dire aussi brièvement quelles peuvent être les causes de l'aménorrhée? Oui, donc ça, c'est super important. Ce dont on va parler vraiment aujourd'hui, c'est justement cette aménorrhée qu'on appelle hypothalamique ou hypophysaire ou, comme je disais avant, hypo, gonadotrope. Le Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles on peut perdre un cycle. La première, c'est évidemment la grossesse. Donc, Ouais. quand on n'a pas de cycle, et qu'on en avait avant, il faut quand même se poser la question de: «Est-ce que ça peut être une grossesse?» Il peut y avoir, des problèmes de thyroïde qui bloquent, en eux-mêmes, le cycle. Il peut y avoir trop de prolactine, ça peut créer aussi des problèmes, de cycle. Ça peut être dû à la prise de certains médicaments. Ça Mmh. arrive que certains médicaments bloquent le cycle et pas seulement, la pilule. Ça peut être le syndrome des ovaires polykystiques, Ouais. qui peut aussi, créer des cycles irréguliers ou Mmh. carrément, bloquer complètement les cycles. C'est un syndrome qui est peu connu, je trouve d'ailleurs encore. Je sais pas parce que je pense qu'il y a quand même une grosse proportion de la population, plus importante peut-être que l'aménorrhée hypothalamique, donc on a tendance souvent les médecins ont tendance à se rabattre là-dessus en Ah disant ouais. en fait, syndrome des ovaires polykystiques et c'est là où parfois il y a un problème de diagnostic, en fait. Ouais, Donc ouais, ouais, c'est ça. il faut faire Exactement. super gaffe parce que le diagnostic du SOPK, syndrome des ovaires polykystiques, il entraîne, tout à fait une autre façon de gérer, le Oui, c'est problème. clair. Qui est plutôt justement, axé sur, de manière classique, la perte de poids, manger Mmh. moins, bouger plus et cetera. Bon, aujourd'hui, il y a de plus en plus de voix qui s'élèvent en disant: «Un SOPK, en fait, perdre du poids». Enfin, perdre du poids de manière intentionnelle, ça ne marche pas à long terme, de toute Ouais, c'est ça. manière. Donc, pourquoi ça marcherait pour, une condition comme le SOPK? Mais bon, je m'éloigne. Il peut y avoir, des causes biologiques, hein, il peut y avoir, des soucis, d'utérus, d'ovaires et cetera. Donc c'est important aussi de faire ce lien-là. On peut avoir une petite tumeur bénigne à l'hypophyse, qui est une petite glande qu'on a dans le cerveau. Donc il y a plein de causes possibles Ouais. quand on perd un cycle et ce qui est très important, c'est qu'il faut vraiment investiguer quand on a perdu un cycle et ou qui deviennent irréguliers alors qu'ils étaient réguliers avant.
il faut vraiment se poser la question de qu'est-ce qui se passe. C'est pas OK de simplement se dire: «Bon, bah, en fait, ça m'arrange, j'en veux pas, Oui, c'est c'est ça. chiant», voilà. Donc il faut vraiment essayer de comprendre quelle est la cause. Mmh et c'est hyper important là ce que tu dis parce que, il y a je pense que la maladie aussi fait que parfois quand on perd ses règles, on est presque rassuré parce qu'on se dit: «Bon bah ça va, je suis assez malade». Enfin, ça leur prouve presque qu'ils sont Oui. légitimes et Mmh. puis il y a aussi d'autres personnes où pour plus des problématiques, d'être une femme, d'un rapport à la féminité, ça arrange aussi de plus avoir Absolument. ses règles et que Mmh. du coup, bah, la personne préfère, on va dire faire la politique de l'autruche et pas s'en occuper. Mais, comme tu dis, c'est hyper important Voilà de et chercher alors, la cause. beh, la cause, qui moi enfin, c'est ma spécialité pour le coup, mais j'ai tout appris du docteur Sykes, hein, j'ai rien inventé, j'ai juste traduit en français. C'est, l'aménorrhée hypothalamique qui, elle, est Voilà. due à un déficit d'énergie, en fait. Donc Mmh mh. c'est on dépense plus d'énergie qu'on en ingère. Mmh. Il y a différents facteurs qui entrent en cause et on va les soulever, je pense, C'est dans les ça. questions que tu as reçues. Mais c'est en effet important, de se rappeler qu'avant, en fait, l'anorexie, par exemple, un des critères de diagnostic de l'anorexie, c'était la perte des règles. Ce n'est plus le cas aujourd'hui. Donc, J'ai su ça. heureusement, c'est plus le cas aujourd'hui parce que, bah, en fait, il y a un truc très important à comprendre dans l'aménorrhée hypothalamique, c'est que la génétique joue un rôle. Donc, il y a des jeunes femmes qui vont perdre un cycle très rapidement quand elles vont se mettre, à faire régime ou à faire attention, à avoir des restrictions, à faire plus de sport, peu importe. Et il y a d'autres jeunes femmes qui vont se retrouver vraiment dans un sous-poids très sévère et qui vont continuer à avoir un cycle. Complètement. On n'est pas en fait, tous et toutes égales, égaux, devant ça et il y a pas grand chose qu'on puisse faire à la génétique évidemment. Donc Complètement. tu as raison, c'est pas du tout un critère pour juger, d'un TCA puisque le TCA c'est une maladie mentale. Exactement. Heu, c'est ça qu'il faut, surtout réfléchir, quand on se Mmh. demande si on a un TCA. C'est clair. Mais c'est hyper intéressant ce que tu dis aussi, par rapport à la génétique parce que je pense que, beaucoup de médecins aussi, basent peut-être même encore leur diagnostic à partir de ce critère-là, des règles, parce qu'eux, ils «cochent» entre guillemets, on va dire des cases plutôt que, voir plus en profondeur et bah, prendre en compte la personne en elle-même et pas, se Oui. baser sur des critères, qui sont pour tout le monde, quoi. Exact et puis bon, quasiment enfin, je sais plus d'où vient cette statistique, donc je suis pas sûre de trop l'utiliser, mais il y avait une statistique que j'utilise parce que je suis bénévole pour une, ONG ici qui fait de la sensibilisation au TCA et la statistique, c'est qu'il y a que 6 des personnes qui souffrent d'un TCA qui sont en sous-poids. Ouais, ouais, Donc ouais, j'avais déjà vu ça. plus de 95 des personnes qui souffrent d'un TCA, en fait, sont dans un poids normal à potentiellement un poids plus élevé que la moyenne ou donc en fait, on ne peut pas enfin, le poids n'est pas un critère de diagnostic, Ah oui, complètement, ni du TCA, ni, de l'aménorrhée hypothalamique. c'est ça. Carrément. On commence avec la première partie qui va être sur le diagnostic, Mmh mh. parce que du coup, juste pour faire un parallèle par rapport aux causes qu'on a énumérées juste avant, que tu as énumérées juste avant, Oui, nous, on va se concentrer sur la dernière cause, oui. pas sur, les autres. Je connais pas toutes les autres, Oui, causes, je ne suis pas médecin, hein, aussi, soyons très c'est honnêtes, donc vrai, je ça, n'ai on a pas le pas droit de diagnostiquer qui que ce soit. voilà, Mais oui, l'idée, c'est de vous donner suffisamment d'informations pour que vous puissiez, aller voir votre médecin et poser les bonnes questions. voilà et tu as totalement raison de dire ça parce que là, l'épisode, ça sera pas un diagnostic, officiel puisque, ben, on connaît pas la personne, qui nous écoute et donc il faut toujours s'en remettre, à un professionnel. Du coup, on va commencer par rapport aux examens médicaux. Mmh mh. Quel bilan justement il faut demander, à son médecin, ou par qui plutôt même se faire, diagnostiquer? Alors je dirais qu'en France, souvent on va commencer par, le gynécologue ou la gynécologue. C'est-à-dire que le diagnostic de l'aménorrhée hypothalamique, c'est un diagnostic qu'on appelle d'exclusion. Ça veut dire qu'on est obligé d'exclure toutes les autres causes de l'aménorrhée que j'ai énumérées avant pour Ouais, être sûr qu'on est dans cette situation.
Ce qui est pas toujours facile à faire évidemment et il y a pas mal de praticiens qui sont pas forcément formés au TCA comme, Mathilde, je suis sûre que tu es au courant et les personnes qui t'écoutent aussi. C'est Il y clair. a parfois un manque de connaissance des TCA. Donc, l'idée, c'est que, ben, quand vous allez aller chez votre gynécologue en disant: «Je n'ai pas eu de règles depuis 3 mois, ou plus», ben, il va en fait, vous poser des questions. Déjà, normalement, il va vous poser des questions sur vos antécédents, ce que vous prenez comme médicaments, idéalement des questions sur votre style de vie. Est-ce que vous avez perdu du poids? Est-ce que vous avez changé votre façon de vous Mmh. alimenter? Est-ce que vous êtes mise au sport? Est-ce que, vous avez eu beaucoup de stress, hein? Un stress psychologique peut tout à fait bloquer les règles. Personnellement, j'ai jamais vu que ça bloquait les règles à long terme. Donc si ça fait en effet plus de 3 mois, en général, ça peut pas être qu'un stress Oui, psychologique. c'est ça, exactement. Il y a vraiment cette question de déficit d'énergie qui entre en compte. Donc les questions, typiquement le gynécologue, mais ça peut aussi être des endocrinologues. Parfois le gynécologue réfère à un endocrinologue pour faire un bilan des hormones. Et là, les hormones à tester, c'est la testostérone libre, LH, FSH, donc l'hormone qui est liée à l'ovulation, LH et FSH au développement des follicules, l'estradiol, donc le niveau d'estrogène, la prolactine justement parce que quand on a trop de prolactine, ça bloque le Ouais. cycle, la TSH, donc l'hormone de la thyroïde, et une hormone qu'on appelle globuline liant les hormones sexuelles, SHBG, OK. qu'il est intéressant aussi de tester pour voir s'il y a des soucis, je vais dire, entre aussi les niveaux d'androgène et d'estrogène. OK. Heu, Ce bilan-là, il est vraiment important pour aussi, établir ce qui se passe, parce que les chiffres vont nous dire justement, si on est un petit peu dans la situation de l'aménorrhée hypothalamique ou pas. Une échographie pelvienne souvent est faite aussi parce qu'on veut évidemment éliminer les causes biologiques et physiques Mmh. d'une aménorrhée. Je vais dire n'importe quoi, c'est là où moi j'ai pas assez d'informations, mais on peut avoir des malformations, ou Oui, des oui. des des situations où en fait ça bloque, le cycle. Il arrive parfois que le médecin va demander aussi une IRM du cerveau, pour éliminer une tumeur bénigne à l'hypophyse dont j'avais parlé, OK. plus tôt, qui peut aussi bloquer le cycle. Et puis parfois, on va vous recommander de prendre de la progestérone pendant, je pense que c'est 5 à 10 jours qu'on prend, ça s'appelle du Dufaston, dans la grande Ouais, majorité des cas. j'ai entendu Et parler. cette prise de Dufaston, elle engendre pas le retour des règles, c'est plus utilisé comme un moyen de comprendre si vous avez un endomètre. Parce que quand OK. vous allez prendre le Dufaston et que vous avez un endomètre, c'est-à-dire il y a quand même un petit peu d'estrogène qui circule dans votre système et vous créez en fait un endomètre, même si vous n'avez pas de règles spontanées, puisque potentiellement vous n'ovulez pas. Quand vous allez prendre le Dufaston, il va en fait déclencher le fait que l'endomètre va quitter le corps et donc ça va pouvoir nous dire est-ce que vous réagissez à la prise de Dufaston en ayant des pertes de sang par après ou est-ce que vous ne réagissez pas? Ça veut dire qu'il y a vraiment très peu d'estrogène puisque quasiment pas d'endomètre présent. Ouais. Et le Dufaston, du coup, on l'utilise pour juger de la sévérité de l'aménorrhée hypothalamique. Si OK. on pense que, avec tous les éléments que je viens d'énumérer, on pense que c'est potentiellement une aménorrhée hypothalamique, ce test au Dufaston va nous permettre d'évaluer est-ce que vraiment on est dans une aménorrhée assez sévère, c'est-à-dire il n'y a vraiment pas du tout d'estrogène, pas d'endomètre, et donc on prend les pilules et en fait il se passe rien derrière, ou Ouais. est-ce qu'on perd quand même du sang suite à la prise de ce médicament? OK, méga complet comme réponse, hyper intéressant. C'est important quand Heu, même. ouais, non, mais tu as complètement raison. OK, par rapport à la question suivante, c'est, quelque chose qui est revenu plusieurs fois. En gros, la question, c'est comment savoir si c'est mes troubles alimentaires, du coup, qui impactent mes règles ou si c'est juste, des cycles irréguliers? Donc en gros, est-ce que la perte de règles, elle est due aux troubles alimentaires et comment savoir, en fait? Beh, c'est pour ça, en fait, il faut vraiment faire ce travail de Ouais, ouais, diagnostic. exactement. Donc, c'est en fait, au le jour où on se parle, où on enregistre, ce podcast, sort un livre qui s'appelle «Je n'ai plus mes règles»,
qui est donc la traduction francophone du livre No Period Now What du Dr Sykes, sur laquelle forcément j'ai travaillé avec elle pour le sortir en français. Ce livre comprend vraiment tous les détails, beaucoup plus que ce que je viens d'expliquer aujourd'hui, pour comprendre ce qui se passe, comment on est sûr de ce qui se passe. Moi, j'aurais tendance à dire, si vous avez ne serait-ce que des cycles irréguliers et que vous avez une relation troublée à l'alimentation, vous avez potentiellement perdu du poids dans le passé. Ça, c'est aussi un des facteurs qui entre en cause. C'est pas forcément au moment où vous réalisez que vous avez votre aménorrhée. Vous avez pu perdre du poids il y a très longtemps et maintenir cette perte de poids, qui est potentiellement pas le poids qui vous convient à vous, en fait, dans votre corps. Il faut vraiment, se poser la question de aller jusqu'au bout de ces diagnostics, faire le bilan hormonal, l'échographie pelvienne, tout ça, pour pouvoir vraiment se dire oui, c'est bien ma relation à l'alimentation qui est en cause. Moi, Mmh. je trouve ça important d'avoir un diagnostic clair parce que je me rappelle d'être dans cette position et à quel point je faisais tout pour nier le fait que potentiellement il fallait que je mange plus et que je prenne du poids. Ouais. Je pense que tant qu'on n'a pas un diagnostic assez clair de la part du médecin en disant oui, c'est vraiment le déficit d'énergie qui pose problème, ça va être difficile de, Oui, c'est disons, clair. inverser la tendance parce qu'on est déjà dans une situation où on a extrêmement peur de prendre du poids quand on est Mmh. dans un TCA. On vit dans une société super grossophobe. Donc, on a un peu la sensation d'être le saumon là qui remonte Ouais, la rivière. Mais si on n'est pas sûr de notre coup, c'est facile de dire ah oui, peut-être je mange plus, mais en fait c'est peut-être quand même pas ça, donc je vais revenir en arrière. ouais, c'est ça. Et je dirais que cet aller-retour, il n'est pas positif pour Mmh. la guérison. Donc C'est clair. si moi je pense que dès que vous avez des cycles un peu irréguliers ou une perte des cycles, sachant que vous avez une relation un peu troublée à l'alimentation, on le sait quand même, hein, Bah en oui, général. On sait qu'il y a quand quand même. même un truc qui est pas tout à fait logique. Il faut vraiment aller voir votre médecin, et entamer, ces démarches pour avoir le diagnostic officiel. C'est ça. Et une autre question qui est arrivée et en fait, tu en as un peu parlé, au début de l'épisode, quelles peuvent être les raisons d'avoir conservé ces règles malgré des troubles alimentaires sévères? Bah, du coup, la La g génétique? la génétique. Malheureusement, il y a pas c'est pas super compliqué. C'est en effet la génétique et il va falloir l'accepter, en fait et c'est pour ça, je pense que ce que tu disais au tout début, ça fonctionne pour tellement de situations, ne pas se comparer. Ne pas se Ouais, comparer dans la maladie, ne pas se c'est super comparer dur, hein. corporellement, ne pas se comparer sur le succès ou le couple ou la famille et cetera. C'est juste, non, vous Ouais, comparez mais pas. déjà, les humains en général, je pense qu'ils ont tendance à vachement se comparer, mais C'est quand, clair. on souffre de troubles alimentaires, c'est décuplé. Enfin, moi, Mmh. je me rappelle que c'était extrêmement malsain et Mmh. mais en effet, c'est un truc hyper important, que je dis souvent, qui a même été pour moi indispensable dans ma guérison, c'était de me concentrer sur moi et se Oui. rappeler que c'est votre vie et que les autres, ouais, ils vivent pas votre vie, en fait. Mais aussi parce qu'en fait, c'est la seule chose qu'on peut vraiment contrôler. C'est C'est-à-dire ça. qu'on pourra pas contrôler les opinions des autres, on pourra pas Mmh mh. contrôler le fait que, elle mange moins que moi, mais en fait, elle a quand même ses règles. En fait, il y a rien qui va pouvoir changer ça. C'est clair. Oui, je c'est important, mais je sais que c'est pas facile, hein, je Mais oui, c'est ça. Par rapport, du coup à l'IMC et à l'aménorrhée, on m'a demandé, on n'a plus nos règles à partir de quel IMC? Ah, l'IMC, heu, mon Je vois ton mon sourire. mon ratio favori. J'ai d'ailleurs un article de blog sur mon blog, sur, pourquoi il faut abandonner l'IMC donc, bon, en soi, il faut quand même que je le dise, moi je trouve que l'IMC ça ne sert pas à grand chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que l'IMC, elle a été créée en 1832. Ouais. Donc ça commence quand même à dater. C'est un Belge d'ailleurs, moi je suis belge Oui, aussi, je j'ai vu. m'excuse pour la contribution de ce monsieur qui n'a pas été très positive. À l'époque donc il développe l'IMC à des fins statistiques, Ouais, ouais. et il stipule, vraiment de manière, noir sur blanc, ce n'est pas à utiliser de manière individuelle, ni pour juger de la santé des gens. Mmh. Évidemment aujourd'hui on fait uniquement ça. Donc déjà moi l'IMC c'est pas mon grand copain.
Maintenant, c'est vrai que si vous achetez le livre, vous allez voir qu'on parle d'un IMC fertile, entre guillemets. OK. Donc, on l'utilise, je dirais, plus comme un objectif pour avancer parce qu'il y a des études qui sont faites sur le sujet, en fait, à quel IMC on est le plus fertile ou la plus Ouais, fertile. Maintenant, il n'y a pas de valeur générale de à tel IMC vous perdez vos c'est règles ça. parce que génétique, parce que voilà, tout le monde est différent. Exactement. Il y a des personnes qui vont passer par une perte de poids très drastique, alors qu'elles étaient à un IMC très élevé, Mmh. pour tomber dans un IMC qui est potentiellement entre guillemets normal ou même en surpoids. Mais Mmh. encore une fois, moi j'aime pas cette idée de catégoriser les corps Ah parce ouais, que ça c'est veut clair. dire quoi normal, c'est quoi le Mais oui. surpoids. Enfin, c'est vraiment tellement arbitraire. L'IMC, je vous rappelle, ça prend pas en compte la masse musculaire, ça prend pas en compte le genre, ça a été fait simplement sur des données basées sur des hommes blancs, ça prend pas en compte l'ethnie, le fait que nous, les femmes, bah, forcément, on n'a pas forcément le même IMC qu'un homme. Ça prend pas en compte l'âge. Il y a plein d'athlètes, je pense à Venus Williams, Serena Williams, de gabarits différents qui sont potentiellement dans un IMC en surpoids parce que elles sont très musclées en fait. Oui, Donc, on n'irait jamais leur dire bon, il faut perdre du poids, ça va c'est pas. clair. Donc voilà, l'IMC vraiment à prendre avec des pincettes pour moi et définitivement je ne peux pas vous donner un chiffre spécifique. Je sais que voilà, il y a des gens qui disent à tel IMC j'ai quand même gardé mes règles. C'est pour ça que perso je prendrais pas l'IMC comme référence, C'est ni le ça. poids d'ailleurs. Je peux pas vous dire Mmh. à quel poids, quel lien entre le poids et la taille on perd les règles. C'est très personnel. C'est ça et Et tu as trop bien répondu parce que enfin, c'est même global dans les troubles alimentaires, l'IMC, le poids, c'est pas des mesures à prendre, dans enfin, comme non, référence, quoi. et c'est ni un critère de Ouais. diagnostic, ni un critère de guérison, hein. Exactement. Mais tu sais que j'ai un épisode de podcast que j'ai enregistré la semaine dernière exactement sur ça, qui sort, dans, 15 jours. Mais génial, c'est tellement important en fait. Donc moi j'ai tendance à dire débarrassez-vous de trop de préoccupations sur votre poids Ouais. parce que votre poids ça dit pas grand-chose de votre TCA, de votre Mmh mh. situation, de votre relation à votre corps, à votre alimentation, etc. Donc il y a pas de valeur. La réponse c'est qu'il y a pas de valeur stricte de à tel poids vous allez tomber en aménorrhée et à tel poids vous allez ressortir de l'aménorrhée. Ce qui est Mmh. évidemment parfois un peu anxiogène, c'est cet inconnu. Oui, mais oui. Mais c'est cet inconnu, mais en même temps, c'est l'importance d'apprendre à faire confiance à son corps. Merci Mathilde, tellement et on nous apprend pas ça en fait. Exactement, ouais. Petit, on est avec cette capacité à se faire confiance, à Mais écouter oui. nos envies, on a tous potentiellement, laissé un tout petit morceau de crêpe ou de gaufre, dans Mais l'assiette oui. parce que c'était assez. Sauf que voilà, après on est confronté au monde extérieur, aux croyances de nos familles, des médecins autour de nous, c'est quand même les 2 grandes sources, hein, de problèmes liés à l'image corporelle, l'alimentation, c'est les familles, le médecin. Et c'est comme ça qu'on apprend. Il faut quand même se contrôler. On peut pas tout à Mmh mh. fait, on peut pas se laisser. Sinon, on se laisse aller. On va forcément devenir énorme. Il y a cette idée de l'épidémie d'obésité qui est complètement fausse, qui a été Ouais. construite de toutes pièces, qui n'a aucune valeur scientifique, mais qu'on absorbe Mmh mh. malheureusement. Donc, Exactement. oui, il faut revenir à la confiance, en C'est effet. ça et c'est important, c'est ce que tu as dit, c'est qu'on a été en gros, cet enfant qui savait écouter ses besoins, quoi. Mmh, On a tous, tous on été est ça. comme ça, On est nés comme hein. ça, voilà. Exactement. Quand pour celles et ceux qui nous écoutent qui ont eu des bébés, le bébé, on n'a pas besoin de lui dire quand il doit manger, quoi. C'est ça. Hein, il pleure, il a faim, on le nourrit, il arrête de pleurer. Donc C'est et ça. évidemment, chaque enfant a ses besoins spécifiques. Il y a des enfants qui vont boire énormément de lait, d'autres moins, il y a pas besoin de contrôler ce processus. C'est ça. Carrément. La question suivante, c'est par rapport au cycle perturbé. Est-ce que c'est Mmh. normal d'avoir des fuites comme des règles, mais qui durent 2-3 jours maximum? Je dirais non, si c'est enfin, tout ce qui a l'air, pas tout à fait comme un cycle, j'ai envie de dire, il faut quand même se poser la question de ce qui C'est se ça. passe. Et en Tout effet, comme, l'aménorrhée, elle peut
c'est vraiment, il y a une grande variation de comment elle se présente. Donc, Mmh. au tout début, il se peut que, par exemple, les cycles s'espacent quand on commence à changer son alimentation ou qu'on s'alimente moins ou qu'on perd du poids et cetera. Il se peut que les cycles ne disparaissent pas du jour au lendemain, mais Ouais. s'espacent. Et ça aussi, on doit se poser une question: «Tiens, bah, si mes cycles étaient réguliers, maintenant ils ne sont plus, Mmh. pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?» Et là, par contre, je dois dire, c'est pas toujours évident parce que les praticiens, médicaux, ils ont tendance à dire, «Ah, vous avez pas vos règles, bah, c'est pas grave, revenez quand vous voudrez un bébé». Ouais, c'est vrai Heu ça. et ça, c'est vraiment un truc, enfin moi j'essaye vraiment de me battre contre ça parce que non, ce n'est pas normal d'avoir des cycles irréguliers, d'avoir des règles qui font mal, de ne pas avoir de règles, C'est ça. ce n'est pas normal et nos règles ne sont pas uniquement liées à notre fertilité. Bah oui, Elles ont aussi un rôle important dans notre santé générale. exactement. La question suivante, c'est par rapport au SIBO. Donc, bah, du coup, la question je te dis la question et tu pourras rappeler, ce que c'est un SIBO. Donc la personne dit, «Je suis en aménorrhée hypothalamique depuis 2 ans et j'ai aussi un SIBO. Est-ce qu'il y a des solutions?» Alors, SIBO, je par contre, je vais pas pouvoir le traduire en français, je m'excuse, mais en anglais, c'est Small Intestinal Bacterial Overgrowth. Donc c'est cette idée que, on développe, une sorte de croissance trop importante, de certaines bactéries dans le petit intestin, et qui évidemment cause des soucis digestifs, quoi. Des Mmh. soucis, de ballonnement, de diarrhée, de constipation en alternance, de maux de ventre, ce genre de choses. Hem, Ce qui est intéressant, quand on se dit: «Ça fait 2 ans que j'ai pas mes règles et j'ai aussi ce genre de symptômes», c'est qu'il faut se rappeler que la restriction alimentaire peut causer des symptômes digestifs. Ouais, Hem, complètement. donc Souvent même. et tellement souvent. Donc pourquoi le système digestif, c'est comme un muscle, hein. C'est vraiment, ce qui fait avancer le bol alimentaire de notre œsophage, jusqu'au rectum. C'est vraiment, cet effet de mouvement, en fait, qui fait avancer le bol alimentaire. Évidemment, l'estomac aussi qui doit malaxer, transformer et cetera et puis l'intestin qui se débarrasse de ce qu'il ne veut pas conserver. Si on mange systématiquement en dessous de ce dont on a vraiment besoin, bah, ce qui se passe, c'est que notre muscle perd sa force, C'est ça. et aussi, moi, il y a un truc qui m'avait fascinée, que j'avais appris, en faisant, un podcast. J'avais un podcast en anglais avec, le docteur Sykes qui s'appelle le All In Podcast. On avait reçu une diététicienne spécialiste, des questions digestives et elle nous avait dit: «En fait, ça va très, très vite. En, 6 heures, de restriction, votre microbiote a déjà changé. Ah ouais? C'est-à-dire que les modifications aussi dans cet équilibre entre les bonnes et les mauvaises bactéries qu'on a dans l'intestin, et c'est souvent ça qui cause SIBO aussi, hein, le fait que Mmh. c'est les mauvaises bactéries prennent un peu le dessus et on n'a pas assez d'équilibre pour maintenir tout en place. Ça change très, très rapidement en fait. On n'a pas besoin OK. de se restreindre pendant 10 ans pour voir des effets. Donc à ce stade, moi, j'aurais dit à cette personne: «Ça vaudrait le coup de travailler vraiment à se remettre des TCA, Mmh. et de voir si ces symptômes digestifs persévèrent, même après le retour des règles, après, la reprise, d'une alimentation, beaucoup plus correcte Mmh. et pas d'être sans arrêt en dessous des besoins, C'est d'apport ça. alimentaire. Parce que je pense que souvent quand on a des soucis digestifs, on se retrouve parfois dans le cabinet de naturopathes. Je n'ai rien contre les naturopathes de manière générale, mais il y en a quand même beaucoup qui ont tendance à tout de suite dire: «Ah, éliminer ça, ça, ça c'est pas bon, le gluten, les produits Empirer. laitiers, nani nana et ça va aller mieux». Alors c'est vrai que quand on élimine ces trucs-là et qu'on a un peu des soucis digestifs dus à la restriction, parfois on ressent un bien-être au moment où on le fait, Mmh. mais ça entretient le manque d'apport en fin de compte et donc on est en train de s'enfoncer encore plus dans des soucis de TCA, de peur de manger certains aliments, de se dire que c'est ces aliments qui font mal. Ce ne sont pas les aliments réintroduire les aliments qui fait mal, c'est le fait qu'on n'en avait pas assez, on Mmh. n'avait pas assez d'énergie et de montant de nourriture pour que notre système digestif fonctionne de manière optimale. C'est ça.
Il y a 2 choses, hyper intéressantes, Ouais, que tu vas-y. as dit là, sur lesquelles j'ai envie de rebondir. C'est, du coup, déjà les 6 heures. Moi, je savais pas qu'en 6 heures de temps, ça changeait C'est déjà. fou. Et Mmh. du coup, en fait, on n'imagine pas justement, je pense, après, des semaines, des mois, voire des années de restrictions, les conséquences. Et du coup, Mmh. c'est hyper important parce que le corps se remet pas non plus rapidement de ça. Parce que je dis ça parce que je sais qu'il y a souvent des personnes qui me disent, par exemple, qu'elles ont un ventre gonflé pendant très longtemps, ou qu'elles Oui. ont des problèmes de ballonnement et cetera pendant très longtemps, même quand elles ont justement repris du poids ou qu'elles ont, remangé normalement. Mais c'est normal parce que faut être, on va dire, empathique avec son corps qui a subi tellement de changements, difficiles pour lui qu'il doit prendre du temps à s'en remettre, quoi. Absolument et puis je pense que vraiment si, l'inconfort digestif, persévère, on peut se faire aider aussi. Enfin, Ouais. il y a aussi des naturopathes qui pratiquent, sans, cette espèce de vision de la culture des régimes, Mmh hyper mh. restrictive, qui peuvent vous donner souvent c'est simplement vous donner des choses en plus qui vont aider à votre digestion. Je pense aux probiotiques, je pense aux Ouais, c'est enzymes ça. de digestion, il y a des choses qui peuvent nous aider dans cette phase d'inconfort parce que c'est vrai qu'on est obligé, pour revenir à une meilleure C'est digestion, ça. de passer par une phase inconfortable. Mais c'est un signe Hem, mmh positif, en fait. Complètement et la bonne nouvelle, c'est que enfin, c'est génial que notre corps soit capable de inverser la tendance complètement et moi, j'en connais plein des personnes qui sont sorties de TCA et qui aujourd'hui mangent de tout, sont pas du tout affectées, passent pas leur vie à se dire, Ah. «Je suis ballonnée», voilà, comme toi, moi aussi, c'était mon cas. Le gluten, ça a été un truc, hyper dur à réintroduire pour moi et j'ai vraiment fait l'effort, de me dire, «Non, il faut que je le réintroduise parce que Ouais, tant que j'en ai peur, en fait, ça va être, ça va me maintenir dans cette, c'est ça. situation-là». Donc moi, j'aurais dit, les soucis digestifs quand on est dans un TCA et qu'on n'a pas nos règles, c'est complètement monnaie courante Mmh et mh. la solution, c'est vraiment de sortir de ce déficit, encore une fois, C'est ça. de redonner à votre corps ce dont il a besoin pour fonctionner de manière optimale et non, votre corps, il est pas en bonne santé si vous avez pas de règles, vous avez des soucis digestifs, Bah oui. vous avez toutes sortes de symptômes, ben, il est pas en bonne santé. Je m'en fiche de savoir c'est quoi votre IMC à ce stade. Ouais, ouais, carrément. Et je reviens juste sur un dernier truc par rapport, à la digestion, après on retourne sur l'aménorrhée, full time. Mais tu vois, quand tu dis, par exemple, certains aliments qu'on digère plus et cetera, c'est aussi, c'est pas forcément, une intolérance ou quoi, même si ça existe, Ah hein, non. évidemment, les vraies intolérances. Mais en fait, au moins on en mange, au moins, bah, le système digestif produit les bactéries pour les digérer et donc du coup, quand on les remange, effectivement, au début, c'est dur, mais la solution, c'est pas d'arrêter parce que du coup, on n'entraîne pas son estomac à mieux le digérer. Donc c'est hyper important Exactement, de s'y confronter. C'est pas agréable au début, ça c'est clair, mais c'est tout un à signe fait. positif de guérison, en fait, par lequel il faut passer. Mathilde, on est d'accord. Ça mériterait un épisode dédié, en fait, les problèmes de La digestion, digestion, c'est un truc, ouais clairement. et c'est vrai que c'est pas facile de passer par cette phase Bah, donc ouais, clairement, force à vous si vous êtes dans cette phase. c'est clair. Carrément. On continue, sur la partie plutôt conséquences, du coup, de l'aménorrhée. Alors forcément, ça c'est revenu vraiment plusieurs fois, on m'a parlé de la gravité. Est-ce que c'est si grave finalement? Oui, c'est vraiment problématique. La difficulté, c'est que, on voit pas forcément l'effet direct du Ouais. manque de règles sur le corps. Mais donc, bah, évidemment, la première chose qui pose problème quand on n'a pas nos règles, c'est qu'on ne peut pas concevoir d'enfant, d'accord? Mmh. Quand on est en aménorrhée, le système se met vraiment à l'arrêt. Donc ce qui se passe, c'est que, pourquoi elle s'appelle hypothalamique? C'est votre hypothalamus, cette petite glande qu'il y a dans le cerveau, qui est à la fois le centre, qui donne, je vais dire les ordres pour que les hormones sexuelles soient mises en œuvre par le reste du corps et les autres organes. Mais c'est aussi le centre qui va prendre en compte votre faim, votre satiété, les hormones comme la leptine, la gréline, combien de graisse vous avez dans votre corps. Donc il est sans arrêt en train d'évaluer, OK, où est-ce qu'on en est? Et sur base de l'information qu'il reçoit des signaux du corps, et ça peut être de l'information en disant: «Ah ben, en fait, on mange plus de lipides, Ouais. il y a plus de féculents, qu'est-ce qui se passe?» Ou on descend, très, très fort dans le montant de calories ingérées. En fait, l'hypothalamus peut décider: «Attention, alerte générale,
il y a pas assez d'apport, donc le corps est en mode survie. C'est ça. On est obligé de se mettre en mode survie parce que on a tellement peu d'énergie qu'on ne va pas pouvoir dédier une partie Mmh. de cette énergie à la fertilité, à maintenir le corps, à une bonne température, hein. Mmh. Donc beaucoup de jeunes femmes en aménorrhée, elles ont froid tout le temps, Ouais. heu, parce que, le corps se dit: «En fait, je suis obligé de redistribuer le peu d'énergie disponible sur les fonctions essentielles à la survie». Faire battre le cœur, faire fonctionner les poumons, faire fonctionner la circulation sanguine, toutes ces choses-là. Et donc, on laisse de côté tout un tas de trucs qu'on juge comme non essentiels à la survie, dont la fertilité. Heu, le souci avec ça, et c'est pour ça que les médecins qui disent: «Revenez me voir quand vous aurez, envie d'avoir un bébé», ça ne va pas du tout, c'est que, il y a un effet qui est très connu de l'aménorrhée, c'est sur la densité osseuse. Ouais. Donc, quand on perd, alors, tout ce qui est les effets négatifs, c'est dû au manque d'estrogène, d'accord? On se retrouve dans cette situation où toutes les hormones sont très, très basses parce que simplement l'hypothalamus arrête d'envoyer des signaux en disant: «On lance l'ovulation, on lance le développement folliculaire, hop, on y va», parce que c'est juste trop d'énergie dépensée pour rien, entre guillemets, en Ouais. termes de survie. Donc, quand les hormones sont vraiment très, très basses, bah, en fait, non seulement le corps ne protège plus l'espèce de déminéralisation qui se passe de manière, régulière, hein, dans notre corps. Dans notre corps, il y a sans arrêt, des os qui se décomposent, d'autres qui se recomposent, ça se passe sans qu'on ait à y réfléchir de Oui, manière oui, bien sûr. consciente. Et en fait, il y a juste plus assez d'énergie pour ça, il y a plus assez d'estrogène pour maintenir aussi ce niveau de densité osseuse. On estime que les personnes en aménorrhée perdent par an 2 à 3 de leur densité osseuse. La difficulté de la densité osseuse, c'est qu'elle atteint un pic entre 16 et 30 ans. C'est pas très clair selon les recherches, exactement quand a lieu le pic, mais donc on construit de la densité osseuse pendant notre adolescence et nos années de jeunes adultes, et après ça, on est censé maintenir cette densité osseuse jusqu'à la fin de notre vie. On va pas OK. pouvoir, en fait, en créer de manière, vraiment, très, très Mmh. développée. Donc, au plus on perd et on n'est pas capable de recompenser ce qu'on a perdu parce que justement on n'a pas de cycle, on n'a pas d'estrogène, on n'a pas d'ovulation, donc tout ce travail-là, tout ça est lié. Et ben, le problème, c'est que on va se retrouver vraiment dans des cas d'ostéopénie, d'ostéoporose Mmh. précoce. C'est ça. Et l'ostéoporose, c'est pas fun, hein. Je veux dire, si vous connaissez quelqu'un qui a une ostéoporose, c'est des gens qui, en marchant simplement dans la rue, peuvent se casser un pied, quoi. C'est ça. En ramassant quelque chose, sur une table, peuvent se casser un bras. Enfin, c'est Mmh. vraiment, on a une sorte de maladie des os de verre, quoi. On se retrouve, dans une incapacité de vivre notre vie parce que nos os ne sont plus, assez, forts pour faire face à ça. Donc la densité osseuse, c'est très important de comprendre qu'on en perd quand on est en aménorrhée. Et par contre, la bonne nouvelle, c'est que souvent ce qu'on a perdu en aménorrhée, si on fait ce travail de guérison, on la retrouve. Donc il y a des chiffres fascinants qui montrent que au travers du temps, à mesure qu'on se réalimente, en fait, on est capable de récupérer un petit peu de densité osseuse qu'on avait perdue quand on était en TCA. Ça, c'est rassurant parce Et que c'est pas définitif, quoi. c'est pas définitif, mais par contre, il y a pas de substitut à ça, c'est-à-dire, à la guérison. On va pas récupérer de la densité osseuse, par exemple, en prenant la pilule. Ça Ouais, se ouais. fait pas. La pilule, elle va maintenir la densité osseuse Oui, potentiellement au même point, mais elle va pas pouvoir vous permettre d'en c'est regagner ça. si vous en aviez perdu après plusieurs années de TCA. Mmh. Après, il y a d'autres études qui sont faites sur les femmes en ménopause, sur l'effet du manque d'estrogène sur la santé cardiaque Ouais. et la santé des neurones. Donc d'un point de vue cardiaque, en fait, on sait que quand on a peu, d'estrogène dans le corps, on peut avoir une sorte de rétrécissement des artères qui s'appelle OK. l'athérosclérose, qui peut évidemment causer des soucis, d'accident cardiaque, au bout d'un moment. Donc ce sera pas tout de suite, mais potentiellement, dans, 10 ans, 20 ans, vous pourriez avoir des soucis cardiaques. Ouais. Ce qu'on voit beaucoup chez les jeunes femmes qui sont en aménorrhée hypothalamique, c'est qu'elles ont des soucis de cholestérol OK. parce que, elles ont trop de cholestérol, de mauvais cholestérol, pas assez de bon cholestérol, parce qu'aussi l'estrogène a un rôle dans maintenir, le bon cholestérol le plus haut possible et le mauvais cholestérol le plus bas possible. OK. Et les problèmes neurologiques, c'est, de la démence précoce.
Donc là OK. aussi, on parle pas de ça va pas se passer demain si vous avez 20 ans aujourd'hui, mais par contre, ça veut dire que potentiellement à 45 ans, vous auriez Alzheimer, Ouais. ce qui est pas fun, hein, Mmh. ou même à 60 ans. Je veux dire aujourd'hui, on vit, de plus en plus vieux, et quand on a 60 ans, ben, on a envie de vivre notre vie, Bah oui. pleinement, on a potentiellement des enfants, des petits-enfants ou on a des passions ou je sais pas, on se dit pas: «Bah, à 60 ans, je vais être grabataire parce Bah que oui, j'ai oui. plus de densité osseuse, je vais perdre la tête et je vais avoir des soucis cardiaques». Ouais, Quand on ouais, y non, pense clairement. comme ça, c'est quand même un petit peu angoissant. Et puis après, bah, il y a tous les petits désagréments de l'aménorrhée hypothalamique en termes de symptômes, qui est avoir froid tout le temps, Ouais. être irritable, avoir parfois on peut avoir des soucis de peau, la peau très sèche, de l'acné, ça OK. se manifeste de manière différente. On peut perdre les cheveux très fort aussi, Ouais. hein, on peut avoir des ongles cassants parce que ça aussi, c'est pas essentiel à la survie, donc le corps dit: «OK, c'est bon, on arrête». Mais tout ça, Hem c'est des conséquences pour toi de l'aménorrhée ou de la restriction en général? De la restriction en Ouais. général, évidemment. Ouais, d'accord. Mais OK, évidemment, OK. on voit que les jeunes femmes qui sortent de Oui. l'aménorrhée, elles ont plus ce genre de symptômes, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Donc, parfois, ça peut être encourageant. Je sais que quand on a beaucoup, par exemple, perdu de cheveux, c'est encourageant de se dire, bah, en fait, si je retrouve un cycle, je vais retrouver aussi des cheveux. Je veux dire, c'est Mmh mh. c'est peut-être, plus terre à terre, mais, c'est important aussi quand on Carrément. est, je sais pas, dans la vingtaine, dans la Mmh trentaine, mh. et qu'on se dit: «Bon, bah, en fait, qu'est-ce que je vais faire?» Ça, c'est une des raisons pour lesquelles aussi vous Mmh mh. pourriez considérer de guérir, même si les autres, dangers vous paraissent peut-être trop lointains, parce que c'est vrai que c'est parfois un peu compliqué. Souvent, les jeunes femmes arrivent au moment où elles ont envie de concevoir un bébé aussi. Ouais, c'est vrai. Donc heu donc voilà, OK. c'est du coup important d'avoir des règles, vraiment. Oui, beh, voilà, ce que j'allais dire, c'est qu'encore une fois, ta réponse est hyper complète. Tu as répondu au fait que oui, c'est grave et puis, tu as répondu aussi même de façon générale à toutes les conséquences, de l'aménorrhée sur la santé, sur la vie en général, donc merci. Je voulais te parler maintenant de la fertilité. Alors on en a déjà parlé plusieurs fois un petit peu, tout au long de l'épisode, mais du coup, bah, existe-t-il un risque d'être stérile? Beh, tant que vous avez pas vos règles, en fait, ce qui se passe, c'est que vous n'ovulez pas. Donc, sans OK. ovulation, c'est pas possible de concevoir un bébé. Voilà, c'est ça. Donc tant qu'on est en aménorrhée hypothalamique, on est effectivement stérile. OK. Il y a évidemment, la PMA, Ouais. qui aide certaines personnes. Maintenant ce qu'on sait et ça les travaux du docteur Sykes l'ont vraiment montré, entamer une PMA quand on est dans un corps dénutri, c'est potentiellement, s'exposer à énormément de difficultés, d'échecs. Mmh. Parce que même si on peut stimuler le corps, de toutes sortes de OK, manières différentes, le corps ne répond pas forcément positivement au d'accord. traitement, qu'on va lui proposer, simplement parce qu'il n'a pas, suffisamment d'énergie pour concevoir le début d'une grossesse, en fin de compte. OK. C'est aussi pour ça, hein, que ça s'arrête. C'est une façon de protéger les femmes, on parle de, hein, si on était des femmes préhistoriques et qu'on était dans un état de famine, bah, en fait, les règles s'arrêtent parce que c'est une façon de protéger, les femmes de ne pas, passer au travers d'une grossesse alors qu'elles n'ont pas assez d'énergie pour C'est ça. survivre. Donc quand vous vous dites: «Oh bah, c'est pas grave, j'ai pas mes règles, je vais entamer une PMA et puis ça ira», les chances que la PMA fonctionne sont quand même, beaucoup Oui. moins importantes que si vous êtes dans un corps qui est nourri correctement. Ouais, ouais, carrément et tu vois, encore une fois, ce que tu as dit, c'est hyper intéressant par rapport, au fait que finalement, c'est le corps qui dit: «Bon, bah, non, en fait, c'est pour te protéger que, je Mmh, te donne pas tes règles». C'est encore une fois le corps, il est dans notre camp et que, vraiment il agit, toujours. pour nous, quoi. Toujours, Hyper, et la bonne important. nouvelle, de cette histoire, c'est que vous êtes stérile tant que vous êtes dans l'aménorrhée hypothalamique. Quand vous faites ce travail pour en sortir, vous retrouvez votre fertilité. Donc ça aussi, c'est formidable pour moi, c'est fantastique, de se dire que le Carrément. corps, quelque part, il nous en tient pas rigueur, quoi. Il Oui, se dit, «Bon, bah, elle m'a pas nourri tout ce temps, mais maintenant elle me nourrit, donc allez hop, c'est on ça. relance le système», et ça, c'est vraiment un espoir aussi qui peut aider beaucoup de personnes, qui se retrouvent en TCA, si elles ont vraiment envie d'avoir un enfant. Ouais, ouais et est-ce que, la durée dans laquelle la personne, elle a été en aménorrhée, ça impacte sur ses chances d'avoir un bébé plus tard? Tu vois, si elle en est Non. sortie, mais qu'elle est restée non, pas du tout?
Alors ça aussi, c'est une super bonne nouvelle. Merci notre corps. Non, on peut avoir, passé, 3 mois, 6 mois ou 20 ans en aménorrhée. Ça va mettre à peu près, le même temps, pour en sortir et il y aura pas de raison de se dire qu'il y a une stérilité qui est irréversible. Ouais, OK. Après, il peut y avoir d'autres soucis qui apparaissent quand on sort d'aménorrhée hypothalamique. Ça, c'est sûr, c'est pas, on peut avoir d'autres problèmes, Oui, oui. mais l'aménorrhée en elle-même, elle est complètement réversible et on n'est pas pénalisé pour le montant de temps qu'on a passé en aménorrhée. Ça aussi, c'est très encourageant. Ouais. Hem, je vais faire, maintenant un focus sur la contraception. Pareil, tu en as parlé un peu, avant, mais Mmh. je trouve ça, il y a plusieurs, personnes qui m'ont demandé. On va d'abord parler de la pilule. Moi, par exemple, quand je souffrais d'anorexie, j'avais la pilule, en fait, avant. Et bah, je me rappelle qu'à ma première hospitalisation, je me suis dit: «Bah, en fait, j'en ai pas d'utilité de garder la pilule», donc j'ai voulu l'arrêter et je l'avais dit quand même au médecin et les médecins m'ont dit: «Ah non, non, surtout pas, vous la gardez parce que, ça vous permettra justement de pas avoir, d'ostéoporose». Donc j'ai toujours gardé, ma pilule et en fait, j'avais quand même des règles, mais qui étaient très bizarres. Enfin, maintenant avec le recul, je sais Mmh. que c'était absolument pas naturel, mais du coup, je me demandais, si, ma pilule m'a permis de garder mes règles et en fait, c'est des questions que d'autres personnes se sont posées. Donc cette question-là, est-ce que tu peux y répondre? Bien sûr, quand on prend un contraceptif par voie orale, l'objectif du contraceptif, c'est de bloquer, notre cycle et de bloquer, les ovulations, la possibilité que l'ovocyte soit fertilisé et Mmh. cetera et qu'il se nidifie, dans l'endomètre. Enfin, il y a plein de processus par lesquels ça se passe, mais les hormones qu'on prend par voie orale, elles bloquent complètement notre système naturel. Et les règles qu'on a sous pilule, ce ne sont pas des vraies règles. C'est en fait ce qu'on appelle une hémorragie de privation. C'est-à-dire qu'on prend les hormones pendant 3 semaines. Quand on arrête la prise d'hormones, et ben, en fait, l'endomètre, qui s'est créé par la prise d'hormones, disparaît et sort du corps. Donc ce n'est pas du tout un signe que vous allez avoir des règles naturelles si vous arrêtez la Ouais. pilule. Et c'est là où c'est compliqué parce que sous pilule, ça va être difficile de poser un diagnostic. Ouais, c'est Donc ça. si vous êtes en aménorrhée, si vous êtes dans un TCA et que vous prenez la pilule et que vous avez des règles sous pilule, ça ne veut pas du tout dire que vous n'êtes pas en aménorrhée Ouais, hypothalamique, voilà, en fait. exactement. Alors, la pilule, elle je ne vais pas dire qu'elle protège les os, mais elle vous maintient la densité osseuse, là où elle se trouve, au moment T où vous commencez à la prendre. Mais elle va pas faire un travail, magique, Non, voilà. sur votre système puisque, en plus, elle ne stimule pas, en fait, la production d'hormones naturelles puisqu'elle arrête cette Bah oui. production. Elle la bloque, Mmh. volontairement, c'est pour ça qu'on la prend. Bah Donc oui. si vous voulez savoir et que vous êtes sous pilule, il va falloir arrêter cette pilule pour Ouais, voilà, savoir c'est si ça. vous avez des règles. C'est pas possible de diagnostiquer une aménorrhée si on a la pilule alors? OK. Non. OK, ça marche et par rapport au stérilet, est-ce qu'il faut Mmh. s'inquiéter, particulièrement d'être en aménorrhée si on a un stérilet en cuivre? Alors le stérilet en cuivre, il a pas d'effet, hormonal, hein. Mmh C'est mh. pour ça en général que les femmes le choisissent, c'est parce qu'elles ne veulent pas d'apport, d'hormones synthétiques Mmh. et donc quand on met un stérilet en cuivre et qu'on n'a pas de règles, ça veut dire qu'on n'a pas de règles et qu'on n'ovule pas. Mmh. Donc il faut en effet à nouveau se poser la question: «Pourquoi je n'ai pas de règles?» Puisque le stérilet en lui-même, quand c'est celui en cuivre, hein, je parle bien uniquement de celui en cuivre. Il y a aussi des stérilets qui ont un apport hormonal, localisé. Mais le stérilet en cuivre, si vous n'avez pas de règles sous ce stérilet-là, il faut absolument, chercher à comprendre pourquoi et vous pouvez c'est une bonne solution pour les personnes qui sont en guérison d'une aménorrhée hypothalamique et qui voudraient néanmoins avoir un contraceptif, garanti, je vais dire. OK, super Parce que c'est vrai intéressant. que quand on est en guérison, on commence à avoir des retours de cycle, mais ils sont pas toujours réguliers, on n'est pas trop sûr si on ovule, quand est-ce qu'on va ovuler. En guérison, on a des cycles parfois très longs, on a des phases lutéales courtes, des phases Mmh mh. folliculaires longues. C'est un peu compliqué de savoir quand on ovule. Si vous êtes en couple, il y a un vrai risque d'avoir une grossesse, C'est clair. potentiellement que vous ne désirez pas.
Donc le stérilet en cuivre, c'est pas une mauvaise option pour ça, parce qu'il vous permet de suivre complètement vos ovulations, vos règles, etc. Et il vous protège quand même d'une grossesse non désirée. Ouais, voilà. Comme je vous ai donc expliqué en début d'épisode, on va donc s'arrêter là pour aujourd'hui. Et puis la semaine prochaine, je vous publierai donc le 2e épisode, qui est la 2e partie de cette interview avec Florence, où elle vous parlera du coup de la partie guérison, donc de comment retrouver ses règles quand on souffre d'une aménorrhée, notamment dans le cadre des troubles alimentaires. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Restez connectés sur mon compte Instagram norain.noflower, où je vous partagerai du coup quand sortira le 2e épisode, ou sinon vous pouvez aussi vous inscrire à ma newsletter, je mets un lien dans la description pour savoir quand l'épisode sortira. Merci et à la semaine prochaine. Ciao ciao.